On signale la disparition d'un adolescent. Une enquête policière révèle la mort de dizaines de garçons et de jeunes hommes, tous victimes du même meurtrier. Un photographe s'adonne au viol et à la torture. Il consigne ses crimes sur film et bande audio. 4 personnes sont découvertes assassinées dans une banlieue paisible. Les enquêteurs se demandent quel genre de monstre a pu commettre ces horribles meurtres. Le tueur en série est obsédé par sa compulsion à tuer. Il perfectionne sa technique d'une fois à l'autre. Il est convaincu qu'il ne se fera jamais arrêter, mais les chasseurs de ces meurtriers les traquent afin de les empêcher de tuer à nouveau. Vers 6 heures du matin, le 23 janvier 1978, des policiers du service de police de Sacramento, en Californie, se rendent à la résidence de Terry et David Wallin. Ce dernier, pris de panique, avait demandé à un voisin de contacter le service de police. Sa femme, Terry Wallin, âgée de 22 ans, avait été brutalement assassinée. Apparemment, il y avait eu une lutte violente entre elle et son assaillant. Elle avait été tuée par balle et le meurtrier avait ensuite tailladé son corps. Son torse avait été ouvert dans toute sa longueur avec un couteau. Certains de ses organes internes avaient été enlevés. Les enquêteurs étaient horrifiés par la brutalité du meurtre. Le meurtrier semblait même avoir bu le sang de sa victime. Il avait laissé une empreinte de lèvres sur le rebord d'un pot de yaourt. La police de Sacramento, dépassée par les événements, fit appel à un spécialiste familier avec les meurtres bizarres. Il se nomme Russ Vorpagel. Il est agent spécial au FBI. La brutalité du meurtre laissait supposer que le tueur était incapable de se maîtriser et que Terry Wallin n'était peut-être que la première d'une série de victimes. Rien ne justifie qu'on éviscère sa victime. Rien ne justifie d'ouvrir le corps et d'enlever les organes. Rien ne justifie de couper un morceau de 8 cm d'une artère et de le trimballer avec soi. Nous avions affaire à un fou, nous le savions, cela nous consternait, et nous savions qu'il préparait autre chose. Vorpagel appela un de ses collègues du FBI. Robert Ressler a retracé et arrêté certains des meurtriers les plus dangereux au monde. Il étudie leur comportement et dresse leur profil psychologique. Il est l'un des premiers experts à avoir utilisé l'expression « tueur en série » dans les années 70 pour décrire ces monstres qui tuent à répétition. Robert Ressler est un chasseur de meurtriers. Il tente de comprendre la psychologie du meurtrier en analysant la scène du crime. S'il parvient à interpréter la pensée du tueur, il pourra peut-être prédire son prochain meurtre. À quel moment va-t-il attaquer? Qui sera sa prochaine proie? Il faut avoir un besoin viscéral d'élucider un crime pour faire ce métier. On doit vouloir savoir qui l'a perpétré, quel genre de personne il est, comment il était avant, pendant et après le crime. Mais il y a un certain danger à s'associer si intimement à ces monstres. Quiconque combat des monstres doit prendre garde de ne pas devenir un monstre lui-même.
Ressler garde toujours en tête ces paroles du philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Ce dernier disait aussi « Si tu regardes au fond de l'abîme, c'est sans ciller que l'abîme à son tour te fixe de son regard. » Cette pensée est à la fois une motivation et un avertissement pour Robert Ressler. Regarder au fond de l'abîme, pour moi, cela signifie plonger le regard au plus profond de l'esprit humain. Et lorsque Nietzsche dit que l'abîme à son tour nous regarde, cela signifie que je me regarde moi-même, que je vois mon propre reflet. Car dans chaque tueur sanguinaire, il y a une partie de soi. À un moment dans ma vie, j'aurais pu prendre le même chemin. Dans les années 70, Ressler faisait partie de la première équipe du service d'études du comportement, un programme mis sur pied par le FBI destiné à la compréhension des motivations du tueur en série. Ressler a interrogé certains des meurtriers les plus célèbres des États-Unis afin de définir leurs habitudes et leurs comportements. Aujourd'hui, il est expert conseil et participe à des enquêtes de meurtres en série partout dans le monde. En janvier 1978, Ressler mit sa compétence au service des enquêteurs de Sacramento et dressa le profil du meurtrier de Terry Wallin. C'était la première étape qui permettrait de découvrir son identité. Ressler commença son analyse en étudiant les détails de la scène du crime. Ce qui est important lors de l'analyse de la scène du crime, c'est la position du corps, la façon dont il a été laissé par le meurtrier, dans quel état il se trouve, s'il est vêtu ou non. Et bien sûr, on regarde s'il y a des armes, si le meurtrier a apporté son arme avec lui et s'il l'a laissée sur la scène du crime. Ce sont des éléments dont on tient compte. Le meurtrier avait tiré sur Terry Wallin et tailladé son corps avec des couteaux qui provenaient de la cuisine de la victime. Il les avait ensuite laissés là, à la vue de tous. Ce détail allait se révéler très important par la suite. Les tueurs en série sont généralement de sexe masculin. Vorpagel et Ressler assumèrent donc que leur suspect était un homme. Ils pensaient également qu'il était de race blanche, comme c'est le cas la plupart du temps. La brutalité du meurtre et l'apparente indifférence du meurtrier à laisser des indices derrière lui étaient des signes évidents de maladie mentale. Cela permit aux deux experts de déterminer son âge. La maladie mentale commence généralement à l'adolescence. La maladie devait avoir progressé pendant au moins 8 ans pour être à la source d'un crime d'une telle violence. En supposant que les symptômes avaient commencé vers l'âge de 15 ans, le meurtrier avait donc entre 25 et 30 ans. S'il avait été plus âgé, il aurait déjà commis plusieurs autres meurtres de même nature. Ressler était également convaincu que le meurtrier souffrait de schizophrénie, cette maladie mentale caractérisée par la paranoïa, les hallucinations et un comportement étrange. L'atrocité du crime démontrait qu'il était en pleine psychose, c'est-à-dire qu'il avait complètement perdu le contact avec la réalité. Les enquêteurs le surnommèrent le vampire parce qu'il avait bu le sang de sa victime. Ressler travaillait sans relâche avec Vorpagel afin d'établir le portrait du tueur. À quoi ressemblait-il ? Tous deux étaient convaincus que le meurtrier était maigre. En général, les schizophrènes mâles négligent leur alimentation. Vorpagel croyait également que le meurtrier ne devait pas prêter attention à son apparence. Un homme qui souffre d'une maladie mentale de cette gravité ne fait pas attention à son hygiène. Il ne se coupe pas les cheveux, il porte les mêmes vêtements pendant des semaines et ne se brosse pas les dents. Son apparence est négligée. Compte tenu de son comportement étrange, il vivait sans doute seul. Vorpagel envoya une copie du profil du meurtrier au service de police de Sacramento pour qu'il soit distribué dans le secteur. Mais on n'obtint aucun résultat.
Le vampire était toujours en liberté. Découvrirait-on son identité avant qu'il ne récidive? Trois jours après le meurtre sanguinaire de Terry Wallin, le vampire frappa de nouveau à environ 1 kilomètre de la maison de sa première victime. Les agents découvrirent les corps de Daniel Meredith, Evelyn Mirott et de son fils Jason. Le neveu de Evelyn Mirott, âgé de 22 mois, avait également disparu, probablement victime du meurtrier lui aussi. Il était devenu impératif de découvrir l'identité du tueur, car il recommencerait à coup sûr. Les enquêteurs redoublèrent d'efforts. Ils se servirent des nouvelles informations recueillies sur la seconde scène du crime pour raffiner le profil du meurtrier. Le vampire avait de nouveau tiré sur ses victimes. Il s'était également servi de couteaux qui se trouvaient dans la cuisine. On retrouva 2 couteaux dans une chambre et un troisième à l'extérieur. Le vampire ne semblait pas s'être soucié de laisser les armes derrière lui. Ces détails indiquaient que le tueur ne planifiait pas ses crimes. Il avait une arme à feu, mais utilisait aussi des couteaux qu'il trouvait sur les lieux et qu'il laissait derrière lui. Nous avons ici un couteau qui a été utilisé pour mutiler les corps. Il provenait de la cuisine et a été abandonné sur la scène du crime. Lorsque j'ai constaté que ce deuxième scénario était semblable au premier, j'ai compris que le tueur était de type désorganisé. Il y a 2 types de tueurs en série, ceux qui sont organisés et ceux qui sont désorganisés. Les tueurs en série organisés planifient minutieusement leurs actes. Ils cachent très bien leurs pistes et ne laissent pas ou peu d'indices qui permettraient de les relier à leurs crimes. Quant aux tueurs désorganisés, ils agissent par impulsion. Ils sont imprévisibles et il est difficile de prévoir leur comportement. Les enquêteurs découvrirent des traces de sang dans la baignoire. Le vampire avait pris un bain d'eau et de sang. Ses agissements devenaient de plus en plus étranges. Sa maladie mentale semblait progresser. Nous savons très bien qu'une personne normale n'ira pas remplir un bain d'eau et de sang. Sa personnalité indiquait à quel point son esprit se détériorait. Vorpegel et Ressler reconstituèrent les événements à partir des indices laissés sur la scène du crime. Le portrait terrifiant du vampire commençait à prendre forme. Tout semblait indiquer que l'apparence du vampire continuait de se détériorer. Il n'avait probablement pas changé ses vêtements. À moins de vivre seul et d'être célibataire, son comportement n'avait pu passer inaperçu. Le sujet était mince, son apparence était négligée. Il vivait seul et il n'avait pas plus de 30 ans. Une des victimes, Daniel Meredith, s'était fait voler sa voiture. Le véhicule fut retrouvé à proximité de la scène du crime, ce qui laissa les enquêteurs perplexes. Ressler en conclut que le vampire avait sans doute marché jusqu'au lieu du crime, puis qu'il avait pris la fuite dans la voiture de Meredith, mais l'avait laissée un peu plus loin. Le tueur devait habiter à proximité de l'endroit où il avait abandonné la voiture. J'avais calculé environ 500 mètres. Le lendemain de ces 3 nouveaux meurtres, à seulement quelques pâtés de maison de la scène du crime, on signala aux policiers qu'un chien avait été tué par balle, puis mutilé. Pour les enquêteurs, c'était le coup de chance qu'ils attendaient.
Les tueurs en série mutilent et tuent souvent des animaux pendant leur enfance. Il est sorti et a tué cet animal avec la même arme qu'il avait utilisée sur Wallin, Merott et Meredith. Ensuite, il l'a étripé et a bu son sang. Les enquêteurs découvrirent d'autres cadavres d'animaux. Le piège se refermait sur le tueur. Tout indiquait que le vampire habitait le même secteur que ses victimes animales et humaines. Il ne pouvait pas être allé bien loin. La police distribua le profil du meurtrier partout dans la ville dans l'espoir que quelqu'un aurait vu un homme à l'apparence négligée et au comportement étrange. Les agents concentrèrent leurs recherches dans un périmètre d'1 demi-kilomètre des scènes du crime. Une jeune femme sortait d'un centre commercial de Sacramento. Un homme à l'allure très étrange s'approcha d'elle. Comme elle avait entendu parler du vampire, elle décida d'alerter la police. Elle déclara aux agents que l'homme qu'elle était parvenue à semer était un ancien camarade de classe du nom de Richard Trenton Chase. Elle avait été frappée par son aspect répugnant. Son chandail était taché de sang. Ses yeux semblaient perdus au fond des orbites. Une croûte jaune entourait sa bouche. La description de Chase correspondait en tout point au profil du vampire. Munis d'un mandat de perquisition, les agents pénétrèrent chez lui. Le petit appartement était bourré d'objets néo-nazis. Le sol était jonché de brochures qui traitaient de conspirations extraterrestres. Le désordre de la salle de séjour reflétait bien le déséquilibre mental de celui qui vivait ici. Dans la cuisine, les policiers découvrirent des appareils électroménagers recouverts de taches de sang, ainsi que des coupures de journaux à propos du meurtre de Terry Wallin. Des plats du réfrigérateur contenaient des tissus humains. Il y avait des couteaux de la maison de Wallin dans un tiroir de la cuisine. Les enquêteurs découvrirent également un coffre à outils et des bottes tachées de sang. Chase fut arrêté et accusé de 5 meurtres au premier degré, dont celui du neveu de 22 mois de Evelyn Merott, dont les restes furent découverts près de l'appartement du meurtrier. Le jury ne délibéra que quelques heures avant de déclarer Chase coupable de toutes les accusations. Il fut condamné à la chaise électrique. En 1979, Ressler décida d'interroger Chase en prison. La raison pour laquelle je l'ai interrogé, c'était pour valider et mettre à jour le travail que j'avais fait. Je voulais lui parler après avoir travaillé sur cette enquête, après avoir analysé les scènes du crime, après avoir lu les rapports de police et bien sûr les rapports de la Cour. C'est le meilleur moyen de peaufiner sa façon d'établir des profils psychologiques. Chase déclara à Ressler qu'il avait tué pour sauver sa propre vie. Il avait besoin de sang pour éviter ce qu'il appelait l'empoisonnement au savon qui se trouvait sur la vaisselle. Il croyait que le résidu gluant sous son porte-savon prouvait qu'il était mourant. Il disait que son sang s'asséchait et rongeait son corps. Ces meurtres, déclara-t-il, étaient un réflexe d'autodéfense. Quand il a commencé à expliquer ses motivations, il a dit que le sang dans ses veines se transformait en poudre ou en poussière et qu'il circulait très lentement dans son corps, ce qui le ralentissait et le rendait fatigué et malade. Il croyait que c'était dû au fait qu'il y avait des ovnis ou des extraterrestres, et que la seule façon de contrer cette influence était de s'approvisionner en sang humain frais.
Qu'est-ce qui avait poussé un homme comme Chase à devenir un meurtrier? Une étude du FBI portant sur 36 tueurs en série a révélé que, bien qu'ils aient tous eu leurs 2 parents au début de leur vie, près de la moitié d'entre eux avaient été abandonnés par leur père à l'âge de 2 ans. 26 des 36 tueurs ont déclaré avoir eu des rapports froids et impersonnels avec leur père, et la moitié ont déclaré avoir eu également des rapports froids avec leur mère. Dans près de 70% des familles, il y avait des problèmes d'alcoolisme. Il y avait également des problèmes de drogue pour le tiers d'entre elles. Presque tous avaient été victimes d'abus psychologiques, physiques ou sexuels. Pendant leur enfance, plusieurs de ces tueurs en série avaient torturé des animaux. La majorité d'entre eux n'avaient pas obtenu leur diplôme d'études secondaires. Bien que plusieurs d'entre eux aient été assez intelligents pour occuper des emplois qualifiés, la plupart n'avaient pas obtenu de travail intéressant. Seulement 20%, soit 6 hommes, étaient parvenus à garder un emploi stable. Cependant, les tueurs en série ont souvent l'air normal. Ils ressemblent à un voisin ou un ami. Ces personnes sont comme les gens ordinaires. Souvent, ils sont intelligents, ils sont beaux, ils conversent bien. Souvent, leur quotient intellectuel est normal ou supérieur, et ils sont manipulateurs. Ressler n'approuvait pas la condamnation à mort de Chase. Selon lui, c'était un malade mental et il aurait dû être interné à vie dans un hôpital psychiatrique. Les psychiatres de la prison finirent par se ranger de son côté et la sentence de Chase fut modifiée en peine d'emprisonnement à perpétuité. Mais ce dernier se suicida dans sa cellule, peu après Noël 1980. Il s'était fait des réserves d'antidépresseurs qu'il avala d'un seul coup. Le court règne de terreur de Richard Trenton Chase était terminé. Par contraste, l'un des tueurs en série américains les plus rusés était également l'un des plus méthodiques. D'une intelligence supérieure à la moyenne et photographe de talent, ce meurtrier était spécialisé dans le rapt, le viol et la torture. Les policiers l'avaient surnommé le sujet non identifié. Il était passé maître dans l'art de la planification. Il se servait de films et de bandes audio pour enregistrer ses crimes. Il avait loué un espace dans un entrepôt où il conservait les photos de ses victimes et les enregistrements de leurs cris désespérés. Il était si méticuleux qu'il ne laissait pratiquement aucun indice de ses atrocités, sauf les photos qu'il prenait. Ce meurtrier avait transformé son auto afin qu'elle soit semblable à un véhicule banalisé de la police. Il avait renforcé la suspension et ajouté un dispositif de sécurité qui empêchait ses victimes d'ouvrir les portières. Pendant 5 ans, il voyagea partout aux États-Unis, d'un État à l'autre. Il ne restait jamais à la même place très longtemps. Il était autonome et finançait ses crimes grâce à un autre talent, celui de faussaire. Il était convaincu qu'il ne serait jamais arrêté. À Manassas, en Virginie, d'anciens agents du FBI enquêtent sur des cas de meurtre en série. Ils font partie du Academy Group. Ils comptent plusieurs années d'expérience. Robert Hazelwood et Peter Smerick sont experts en matière d'analyse du comportement des criminels. Si vous êtes une personne impulsive et si vous agissez sans réfléchir, eh bien, la scène de votre crime sera négligée. Elle reflètera votre impulsivité. À l'inverse, si vous êtes un individu froid et calculateur, vous ne prendrez pas de risques inutiles. Ce genre de comportement se reflètera également sur la scène du crime. Mais même si le tueur en série laisse des indices derrière lui, il n'est pas facile de dresser son profil. Certains meurtriers ont à la fois des comportements désorganisés et méthodiques.
Trop souvent, un enquêteur commence son analyse de la scène et tente de faire entrer le criminel dans une catégorie établie. Il est souvent déçu lors de l'arrestation quand la personne ne correspond pas du tout à cette classification. À la station balnéaire de Ocean City, dans le Maryland, une jeune femme venait de terminer sa journée de travail à l'épicerie. Elle s'apprêtait à rentrer chez elle pour le week-end. Un homme l'approcha et déclara être policier. Il lui présenta une carte d'identité et lui montra sa voiture banalisée. Il lui dit qu'elle était suspecte dans une série de vols et exigea qu'elle l'accompagne au commissariat pour interrogatoire. Il lui passa les menottes et la poussa dans la voiture. C'était le début de la plus longue et de la plus terrifiante expérience dans la vie de cette femme. L'homme n'était pas agent de police. C'était le sujet non identifié. Un dangereux tueur, et il venait de choisir sa prochaine victime. Il l'emmena dans un bâtiment désert où il la viola à répétition et la tortura. Il photographia et enregistra toute la scène. Je crois que les mots-clés sont pouvoir et contrôle. Si l'on a affaire à un violeur ou à un tueur en série, je crois qu'on en revient toujours à ces deux éléments de base, le pouvoir et le contrôle sur la vie de quelqu'un d'autre. L'homme traîna finalement la femme jusqu'à sa voiture et l'emmena faire une dernière randonnée. Il a arrêté la voiture, ouvert la porte du côté du passager et a poussé la femme dans un fossé. Il ne l'a pas tuée. Il lui a laissé la vie. Et lorsque l'aube s'est levée quelques heures plus tard, elle a été secourue et le FBI a ouvert une enquête suite à cet enlèvement. Le FBI commença une longue chasse à l'homme. La femme d'Ocean City était la dernière d'une longue liste de victimes. Ces femmes avaient toutes été torturées et certaines d'entre elles avaient été assassinées. Mais il faudrait plusieurs années avant que l'enquête ne débloque. Parallèlement à cette enquête du FBI, les services secrets étaient sur la piste d'un faux-monnayeur qui payait avec des billets de 20 $ dans des centres commerciaux et des magasins du Midwest américain et de la côte Est. Peu importe le service de police ou d'enquête, quel que soit son talent, il faut toujours un élément de chance et la coopération des citoyens. Dans ce cas-ci, nous avons eu l'aide d'une caissière vigilante. Elle a reconnu un client habituel sur un portrait robot. Elle a alerté le service de sécurité du centre commercial qui, à son tour, a alerté la police et peu après, le suspect a été arrêté. L'homme s'appelait James Mitchell de Bardeleben. Les services secrets découvrirent rapidement que cet homme n'était pas que faussaire. Ils fouillèrent l'espace d'entreposage qu'il avait loué. Ils y découvrirent des liasses de faux billets. Mais, à leur grande surprise, ils découvrirent également toute une collection de photos et de cassettes audio. Cette découverte de 1983 allait enfin permettre au FBI de poursuivre son enquête. Robert Hazelwood était à l'époque agent pour le FBI et il avait dressé le profil psychologique du meurtrier. Il examina les articles découverts dans l'espace d'entreposage de Bardeleben. Les agents y avaient trouvé des milliers de photos de ses victimes.
Parmi elles se trouvaient des photos et cassettes audio de la femme enlevée à Ocean City en 1979. Certaines des photos remontaient au début des années 60. Les agents découvrirent également ses outils de travail, des vêtements qui appartenaient à ses victimes, 10 armes à feu, des fausses cartes d'identité de la police, des cahiers de notes, des sous-vêtements tachés de sang et des bijoux. De Bardeleben utilisait 7 plaques d'immatriculation différentes pour échapper aux autorités. Le FBI découvrit également des notes manuscrites codées en référence à des crimes passés et à venir. Mais bien que les agents aient enfin découvert la cache de Bardeleben, ils étaient toujours confrontés à un problème. Le visage du tueur n'apparaissait jamais sur les photos des victimes. Afin de faire comparaître de Bardeleben pour ses nombreux viols et meurtres, les enquêteurs devaient prouver qu'il était bien l'homme des photos. Lorsque Peter Smerick travaillait pour le compte du FBI, sa spécialité était la photographie judiciaire. Les services secrets lui envoyèrent une série de photos prises par de Bardeleben pour qu'il les analyse. Sur plusieurs de ces photos, on pouvait voir un torse et des bras nus. Smerick concentra son attention sur les bras. Le meurtrier avait une série particulière de grains de beauté et de taches de rousseur. Smerick demanda au service secret de faire photographier de Bardeleben dans la même position que celle de l'homme qui apparaissait sur les photos. Son initiative fut couronnée de succès. Lorsque Smerick compara les photos prises par les services secrets à celles découvertes dans l'espace d'entreposage, il constata que la disposition des taches de rousseur était la même. C'était enfin la preuve que les enquêteurs attendaient. Pendant toutes ces années où j'ai travaillé comme analyste du comportement des criminels, je n'ai jamais vu un aussi bon photographe prendre des photos de ses propres crimes et finir par être emprisonné à cause d'elles. En 1984, de Bardeleben comparut devant les tribunaux et fut jugé coupable. Il purge une peine de prison à perpétuité dans un pénitencier du Texas. À mon avis, de Bardeleben est l'un des plus dangereux criminels de la planète. Il a commis quantité de crimes pendant plusieurs années et dans plusieurs États américains sans jamais être arrêté. Cela le rendait très dangereux. Je crois d'ailleurs qu'il a commis beaucoup plus de crimes que nous le savons. En exerçant un contrôle serré sur toutes les variables, les armes utilisées, l'endroit du crime et la victime elle-même, le tueur en série peut échapper à n'importe quel coup de filet et s'en tirer pendant des années sans avoir à se cacher. Tel fut le cas de John Wayne Gacy, un homme d'affaires prospère de la région de Chicago. Gacy était respecté, mais il cachait un horrible secret. En 1978, à Des Plaines, dans l'Illinois, on signala la disparition de Robert Peast, un adolescent de 15 ans. Un homme du nom de Gacy préparait une soumission pour la rénovation de la pharmacie où Peast travaillait. Le détective en chef Joseph Kozenzak, du service de police de Des Plaines, se rendit à sa résidence pour l'interroger. Gacy déclara ne pas connaître Peast. Mais les enquêteurs doutaient de la véracité de sa réponse. Ils avaient découvert que Gacy avait déjà été accusé d'abus sexuels sur un adolescent. Kozenzak décida de le faire surveiller. Au début, Gacy était coopératif, mais à mesure que Kozenzak poursuivait son enquête, il devint de plus en plus revêche. Il avait le regard méchant. On pouvait sentir sa haine. Il ne se souciait pas de notre enquête. Il voulait seulement qu'on lui laisse la paix. Gacy menaça d'intenter une poursuite en justice si la police continuait de le surveiller. Mais les agents persévérèrent car ils soupçonnaient Gacy de leur cacher quelque chose. Ils n'étaient cependant pas préparés à ce qu'ils allaient découvrir.
En 1978, les policiers de Des Plaines surveillèrent John Wayne Gacy pendant plusieurs semaines. Puis vint enfin l'occasion de fouiller sa résidence. Ils y découvrirent un coupon de développement de photos qui appartenait à Robert Piest. Cette découverte impliquait directement Gacy dans la disparition du jeune homme. Une fouille plus exhaustive allait leur en révéler davantage. Le détective Kosenczak fut le premier à entrer dans la maison de Gacy. J'étais l'une des premières personnes à arriver à la maison. Je suis entré par la porte arrière. La maison était sombre et sinistre. Tous les stores étaient fermés. Il y avait une atmosphère lugubre, inquiétante. Nous avions reçu certaines informations qui nous poussaient à croire que Gacy avait peut-être enterré des victimes sous sa maison. Les policiers avaient interrogé l'ex-femme de Gacy, ses amis et anciens employés, et avaient appris que Gacy faisait des propositions sexuelles à ses employés, que certains d'entre eux avaient disparu et qu'il se dégageait une étrange odeur dans sa maison. Un de ses employés avait même suggéré que la police fouille sa cave. Après un interrogatoire très serré, Gacy reconnut avoir tué un de ses partenaires sexuels 4 ans plus tôt, soit en 1974. Il déclara qu'il était en situation de légitime défense. Il avait caché l'homme sous sa résidence. Gacy poursuivit ses aveux. Il avait assassiné plus de 30 jeunes hommes et garçons et avait caché plusieurs des corps dans la cave de sa maison. Une fouille intensive fut organisée suite à ces déclarations. Les enquêteurs examinèrent la cave dans l'espoir de retrouver les victimes de Gacy. Ils y découvrirent 3 cadavres en décomposition et certaines parties d'autres corps. Ils poursuivirent leurs recherches. Comme ils savaient que d'autres corps avaient été cachés sous la maison, ils pratiquèrent des ouvertures partout dans le sol pour les retrouver. Ils découvrirent d'autres corps sous la salle à manger et le garage. Le sol sous la maison ressemblait à un champ de bataille jonché de squelettes. Suite à cette découverte, la police procéda à l'arrestation de Gacy pour meurtre. Gacy croyait que la meilleure façon de ne pas se faire arrêter était de garder le contrôle sur ses victimes après leur mort. Il était un psychopathe sexuel. Il était convaincu que personne ne retrouverait jamais ses corps parce qu'il était plus intelligent que la police et plus intelligent que tout le monde. En cachant ses victimes dans sa maison, Gacy gardait un contrôle complet sur elles, même mortes, et il savait que personne ne les trouverait à son insu. Une telle minutie dans sa façon de faire était le signe distinctif d'un meurtrier très méthodique. Lorsque nous avons fouillé la maison de Gacy, tout dans cette affaire, tout indiquait qu'il était très méthodique, qu'il pensait et planifiait ses crimes dans les moindres détails avant de les mettre à exécution. Gacy jetait aussi parfois ses victimes dans la rivière des Plaines. La police y découvrit 6 autres corps. L'un d'eux était Robert Piest. À la fin de l'enquête, les policiers avaient identifié les ossements de 33 victimes. Robert Ressler était très intéressé par toute cette affaire, parce que le service d'études du comportement au FBI faisait une analyse approfondie des individus qui commettent des meurtres en série.
Il voulait en savoir plus sur eux pour essayer de les comprendre. C'était un cas classique de meurtre en série. Le but du service d'études du comportement, au FBI, est de dresser le portrait type du tueur en série. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est la relation sexuelle que le meurtrier a avec la victime qui est importante pour lui. Mais en réalité, c'est tout son projet qui est important. Le processus de sélection, la surveillance, être seul à savoir. Je t'ai choisi comme prochaine victime et tu ne le sais pas. Et puis, il y a toute la planification jusqu'à l'enlèvement en tant que tel. Le tueur répète tout ça pendant des semaines, voire des mois avant de passer à l'action. Jusqu'à un certain point, l'activité sexuelle qui suit n'est qu'une conséquence de tout ce qui précède. Chaque fois qu'il tuait, Gacy perfectionnait sa méthode, tirait la leçon de ses erreurs et améliorait ce qui avait fonctionné. Il attirait ses victimes dans un piège bien conçu en les distrayant avec des jeux, en les enivrant et en leur montrant des films pornographiques. À un moment donné, il avait à tel point confiance en lui qu'il avait jeté son dévolu sur un garçon de son propre quartier. Beaucoup de ses victimes se rendaient à la maison de Gacy dans l'espoir de décrocher un emploi. Il les rencontrait dans son garage. La pièce était insonorisée. Elle avait été conçue par Gacy et construite par sa société. La seule issue était une porte électrique. Si la victime ne s'y objectait pas, il lui montrait un tour de magie avec une paire de menottes truquées. Après lui avoir montré le dispositif, il persuadait sa victime de les mettre. Ensuite, il la défiait d'essayer le truc les mains derrière le dos. Si la victime acceptait, le piège se refermait sur elle. Gacy échangeait la paire de menottes truquées contre une vraie. Une fois immobilisée, la victime était à la merci de Gacy. Lui seul sait vraiment ce qui arrivait par la suite. Tout comme le tueur en série James Mitchell de Bardeleben, Gacy croyait qu'il avait brouillé toutes les pistes. Mais il avait conservé quelques souvenirs qui furent découverts lors de la fouille de sa maison et qui constituèrent des indices cruciaux, même si la police ne le réalisa pas tout de suite. Les enquêteurs avaient découvert des permis de conduire, des boucles de ceinture, des bagues et autres effets personnels. Ressler avisa les enquêteurs de l'importance de ces objets. Nous avions découvert ces objets sans vraiment nous rendre compte de quoi il s'agissait. Robert est arrivé et nous a expliqué qu'une boucle de ceinture pouvait ne pas revêtir d'importance à nos yeux, mais que pour la personne qui avait commis le crime, elle était très importante. Elle permettait au tueur de revivre son crime au moment où il le voulait. Les souvenirs étaient un rappel de ses crimes passés et alimentaient son désir d'en commettre de nouveaux. Pour Gacy, c'était un symbole de ses réussites. C'était un rappel. Cela agrémentait ses fantasmes jusqu'à sa prochaine victime. Ce sont des trophées pour le tueur en série. Ils nourrissent ses fantasmes. L'objet le plus intrigant découvert chez Gacy était une carte des États-Unis où il avait indiqué ses contrats de rénovation. Ressler est convaincu que Gacy n'a pas limité ses meurtres à la seule région de Chicago.
Il est logique de présumer que si Gacy le faisait à Chicago, il le faisait ailleurs aussi. C'est pourquoi je suis sûr que Gacy a tué plus que les 33 victimes que nous avons découvertes. Il en a tué probablement le double. Les équipes d'experts légistes démantelèrent complètement la maison de Gacy et y recueillirent 27 cadavres. La police ne pourra jamais découvrir s'il avait tué d'autres victimes. Ressler interrogea Gacy de 1979 à 1989, alors que ce dernier était en prison. Il apprit d'ailleurs que le meurtrier avait grandi à seulement 4 pâtés de maison de chez lui, en banlieue de Chicago. Gacy se rappelait même avoir fait des livraisons de provisions chez la famille Ressler. Il lui décrivit en détail les pots de fleurs de sa mère. Mais Gacy avait aussi des souvenirs plus sombres. Il raconta la relation dysfonctionnelle qu'il avait eue avec son père. Ressler n'était pas étonné. Presque tous les tueurs en série qu'il a interrogés ont un passé semblable. Je me suis enfui de la maison quand j'avais 19 ans, parce que je ne m'entendais pas avec mon père. Il était trop dominateur. J'étais bête et stupide, je ne faisais rien de bien. Alors j'ai décidé de partir. Je suis parti pendant 3 mois. Pendant qu'il était en prison, Gacy peignit une toile qu'il envoya à Ressler. Elle le représentait déguisé en clown. Lorsque j'étais déguisé en clown, c'est comme si je redevenais un enfant. C'était amusant d'être un clown parce que je pouvais être moi-même, me laisser aller et faire des folies. Quand on est un homme d'affaires, on doit garder un certain standing parce que les gens s'attendent à une image. Mais quand on est déguisé en clown, on peut faire le bouffon et s'amuser. C'est pour ça que j'aimais faire le clown. La toile représente Gacy devant un bosquet de conifères. Il est entouré de ballons. Il y a une inscription derrière la toile qui dit qu'on récolte ce que l'on sème. Gacy a toujours refusé d'expliquer la signification de cette toile à quiconque. Ressler, quant à lui, croit que le tableau fait allusion aux autres meurtres qu'il aurait commis. Il a dit qu'on peut faire bien des choses lorsqu'on est un clown parce que les gens nous voient comme un comique. Ils ignorent ce qu'il y a sous la couche de maquillage, ce qu'il y a sous le costume. Il m'a dit que les clowns peuvent tuer sans que personne ne s'en doute. John Wayne Gacy mourut par injection le 10 mai 1994. La spécialité qui consiste à identifier les meurtriers grâce à leur comportement a vu le jour dans les années 70 et a permis d'identifier et d'arrêter bien des tueurs en série, notamment le fils de Sam, Ted Bundy, et Jeffrey Dahmer. Les crimes de ces monstres ont inspiré au public un mélange de fascination et de dégoût. Les tueurs en série sont mus par leur besoin de contrôle, de domination, de discipline et d'autorité. Ils ont une vision très déformée de leur relation avec les autres. Ils ne perçoivent pas les autres humains comme des personnes, mais bien comme des objets. Robert Ressler croit que bien que les meurtres en série ne soient pas limités aux États-Unis, c'est le pays où ils ont connu la plus grande croissance depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La raison principale en serait que la culture américaine glorifie et encourage la violence. Notre culture produit des crimes violents. Je dirais que 75% des tueurs en série sont américains. C'est très étrange, mais les meurtres en série font partie de notre identité, comme le baseball et la tarte aux pommes. C'est malheureux. C'est même tragique si l'on pense que dans ce domaine, les États-Unis ont fracassé tous les records. Les chasseurs de meurtriers doivent toujours s'assurer de ne pas laisser les pensées criminelles de leur proie les empoisonner. Parce que celui qui contemple l'abîme doit prendre garde de ne pas y tomber. Pour Ressler, les chasseurs de meurtriers doivent faire des efforts tous les jours de leur vie pour conserver leur équilibre mental. Je crois que j'ai réussi à conserver mon équilibre en m'isolant de l'horreur que je vois. Je commence ma journée à 8 heures et je la termine à 17 heures. Je retourne à ma vie normale. Je prends un verre, je regarde le journal télévisé du soir, je tombe ma pelouse.
Je sais regarder les événements en perspective. Je suis au diapason avec la société. L'aspect important du travail de Ressler est, à son avis, l'analyse et non l'aspect monstrueux du crime. Il observe, il analyse et il tire ses conclusions. Il n'existe pas de réponse facile ou rapide. Le concept hollywoodien, c'est que l'enquêteur va résoudre le cas et tout le monde peut ensuite plier bagages et retourner à la maison. Mais le profil n'est qu'un des outils dont disposent les enquêteurs. Il leur apporte un nouvel aspect, une autre pièce du casse-tête. Et lorsqu'on les réunit tout ensemble, c'est parfois très efficace. Ces experts explorent les régions les plus sombres de l'esprit humain. Ils y jettent une lumière crue afin de mieux le comprendre. L'importance du profil psychologique, comme dans le cas de Richard Chase, tient au fait qu'il peut fournir un portrait aux policiers, une idée du type de sujet à rechercher. Il peut leur donner une image claire, sinon c'est inutile. Ces monstres aux formes humaines croient qu'ils sont invulnérables, mais ils laissent des indices derrière eux. Chaque goutte de sang, chaque fragment de tissu ou d'ADN permettent aux experts de retrouver leurs traces. Le profil psychologique est un autre outil qui permet aux chasseurs de meurtriers de comprendre l'esprit dérangé des tueurs en série. L'évolution de la science nous permettra peut-être un jour de ne plus avoir recours à ces spécialistes. Mais pour le moment, ils doivent continuer de regarder au fond de l'abîme.